Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anne Niva. Vous revenez d'un long séjour en Russie, le centre, la périphérie, le Donbass. Vous étiez auparavant, avez été aussi un long séjour en Ukraine. On Oui, connaît tout ce que vous avez fait et vous aviez, dans des temps plus lointains, couvert la guerre en Tchétchénie. Votre livre, Un continent derrière Poutine, ressort en poche en ce moment même au point seuil. et au point seuil. Et donc, eh bien, on va un peu voir avec vous quel est votre ressenti après ce long séjour en Russie. Comment avez-vous senti l'opinion russe? Est-ce qu'elle est unie ou est-ce qu'elle est diverse? Ah non, elle n'est pas unie. Justement, le titre de mon livre, Un continent derrière Poutine, avec un point d'interrogation à la fin, eh bien, on a encore besoin de ce point d'interrogation. C'est-à-dire que le continent gigantesque qu'est la Fédération de Russie, hein, puisque c'est 11 fuseaux horaires, n'est pas tel un seul homme uni derrière son président. Il y a, en gros, quand même, ceux qui sont en faveur de cette guerre, et c'est la majorité. Il y a différentes façons d'être en faveur de cette guerre, mais ils sont en faveur de cette guerre, c'est-à-dire ils ne la remettent pas en question, ils ne remettent pas en question le fait que l'invasion ait commencé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis il y a des Russes, c'est une minorité, mais ils existent, qui sont contre cette guerre. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui sont partis, c'est ceux dont on a le plus entendu parler. Et Vladimir Poutine, d'ailleurs, ne se cache pas du fait qu'il est content qu'ils soient partis, puisqu'il les considère comme des traîtres. Et puis, il y a ceux qui sont restés. Alors, on ne sait pas si ceux qui sont restés sont plus nombreux que ceux qui sont partis, parce qu'il y en a quand même environ 200 000 qui sont partis. Mais moi, j'ai réussi à parler à des gens qui sont contre cette guerre et qui sont restés et qui ont du mal à parler, justement. C'est-à-dire, ils m'en ont parlé parce que moi, j'étais là pour de la presse écrite, pour Le Point, et j'ai parlé en face à face à des gens, donc c'était pas public. Mais en revanche, ces personnes-là ne pourraient pas exprimer leur position publiquement, c'est-à-dire par un post Facebook. De toute façon, Facebook est censuré en Russie. Euh, on peut continuer Alors, dans vos à nourrir reportages, sa vous montrez qu'il page. y a des gens qui ont accès par les Les VPN VPN, et voilà exactement. Mais enfin, vos c'est quand même reportages dans Le pas. Point qui ont été publiés tout au cours de votre séjour. Voilà, mais c'est pas une majorité de la population russe qui utilise des VPN. Hmm. Mais disons que les moins de 30 ans, les personnes qui habitent en ville, dans des grandes villes de Russie, il n'y a pas que Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a d'autres grandes villes, utilisent sur leur smartphone des VPN. Mais le gros de la population, ça n'est pas ça. Le gros de la population vit en dehors des grandes villes et parfois loin de ces préoccupations de guerre. Parce qu'il y a des préoccupations autres en Russie, qui sont celles de la vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas un pays dans lequel, même avant cette guerre, il fait bon vivre pour tout le monde. Il y a un taux de pauvreté qui est assez élevé, il y a des problèmes d'emploi, etc., etc. Alors, parmi ceux qui soutiennent la guerre, il y a des contestations, non pas sur le principe, mais sur la façon dont elle est menée. Oui. Et en fait, on critique pas Poutine, le tsar est bon, mais c'est son entourage qui est incompétent. Alors oui, il y a ça, il y a aussi autre chose. Souvenez-vous de la mobilisation, 21 septembre 2022. Parce que le fait qu'elle se passe mal, qu'il y ait des moments chaotiques, qu'il y ait des grosses erreurs, on en a beaucoup parlé dans les médias occidentaux. Et justement, je voulais me rendre en Russie pour me rendre compte si la critique de cette mobilisation était vraiment authentique. Qu'est-ce qu'elle signifiait? Eh bien, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça n'est pas la mobilisation elle-même qui était critiquée, c'est les erreurs de la mobilisation, le fait qu'elle se passe mal. Donc, c'est différent. Et c'est comme avec la guerre. Les Russes ne critiquent pas, enfin ceux qui sont pro-guerre, le fait qu'elle existe et qu'elle soit justifiée. Ils critiquent le fait qu'elle ne soit pas en train d'être gagnée. En fait, ils ont honte. Les Russes sont, et là c'est l'ensemble, sont honteux du fait, mais pas pour les mêmes raisons. Ceux qui sont pro-guerre sont honteux du fait que leur pays, leur armée, n'arrive pas à gagner cette guerre. Ça leur fait honte. Et ceux qui sont anti-guerre sont honteux du fait que cette guerre existe. Et je vous dirais même plus, Pascal, c'est que j'ai rencontré, et là encore, c'est parce que j'étais en Russie, donc vraiment je suis quelqu'un qui défend le terrain, des gens, beaucoup de Russes, qui me disaient, mais comment, mais en fait la guerre n'a pas commencé. Et je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire. Donc je leur disais, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a commencé, il y a des morts tous les jours. Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que comme ils ne la gagnent pas,
Pour eux, elle n'a pas commencé. C'est-à-dire que comme leur armée, comme ils n'arrivent pas à accepter le fait que leur armée est en train de perdre, ils préfèrent penser que l'armée n'a pas encore mis tous les moyens qu'elle pourrait mettre. Combien de fois je l'ai entendu ça? Et pourquoi nous ne bombardons pas la résidence de Zelensky? Et pourquoi nous ne bombardons pas le renseignement militaire ukrainien, etc. Ils ont l'impression que l'armée se retient et que donc c'est ce qui expliquerait le fait qu'elle n'est pas en train de gagner. Mais alors, pour gagner, il faudrait une nouvelle mobilisation. Est-ce qu'une nouvelle mobilisation n'aurait pas pour effet quand même de faire fuir un peu plus encore les gens qui veulent échapper à ça? Dans vos reportages, vous montrez ces gens qui se saignent un peu pour envoyer leur fils unique étudier à l'étranger quelque temps pour échapper à la conscription. Est-ce qu'il y a une résistance à la conscription? Alors, les gens se saignent pas véritablement. Enfin, ils font. C'est quand même ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire la classe moyenne plus, qui réfléchit à comment faire éviter à son fils la mobilisation ou la conscription. Enfin, la conscription, c'est pas nouveau, mais la mobilisation, c'est nouveau. Le gros des Russes n'a pas les moyens d'éviter cette mobilisation. Et justement, j'ai voulu me rendre hors des grandes villes, puisque Saint-Pétersbourg et Moscou ont quand même été, quand on voit les chiffres, vraiment épargnés par cette mobilisation. Mais c'est pas très difficile. Hein. Dès qu'on sort de ces grandes villes, on se retrouve dans des villes moyennes, des villages où énormément de jeunes ont été mobilisés. Donc moi, j'ai choisi d'aller en Bouriatie, qui est une république à l'est du lac Baïkal, donc en Sibérie, une république dite ethnique, c'est-à-dire dans laquelle vivent des Bouriates, donc ethniquement non russes, mais ils ne sont pas en majorité en Bouriatie, c'est quand même les Russes qui forment la majorité. Mais il y a de nombreuses républiques ethniques en Russie, et on le voit parmi les statistiques, les retours justement des mobilisés, que ce sont ces républiques, comme par exemple le Daghestan, dans le Nord-Caucase, qui est voisin de la Tchétchénie, qui donnent le plus grand chiffre, le plus grand nombre de mobilisés pour cette guerre. Et pourquoi? Mais parce que dans ces républiques, en fait, personne ne s'attendait à la guerre. Mais c'est tout simplement que ce sont dans ces républiques qu'il y a déjà le plus fort taux d'engagés dans l'armée, qui ont signé des Parce contrats. que c'est le moyen, c'est l'ascenseur social? Exactement, c'est l'ascenseur social, et ce, depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, ils se retrouvent avec un salaire, dès le départ, qui est à peu près 3 fois le salaire moyen, et assez rapidement, ça monte. Et puis, il y a aussi des conditions de prêt, d'hypothèque privilégiées pour recevoir un appartement dans le centre de la ville en question, ce qui est énorme. Moi, j'ai parlé avec des épouses de personnes, de militaires engagés, avec des mamans, avec une tante, justement, qui est venue me parler parce que sa sœur n'osait pas se déplacer pour venir me parler. C'est la tante qui est venue me parler de ses 2 neveux, 2 frères qui sont engagés, et dont l'un, le plus jeune, a réussi à se désengager, parce que théoriquement, dans le contrat qui est signé, ils en ont le droit. Sauf que maintenant que la guerre est déclarée, évidemment, l'armée fait tout pour les conserver. Et donc, elle m'a expliqué par le menu comment ça avait été finalement un bras de fer psychologique entre ce jeune engagé et son chef à l'armée pour faire valoir ses droits, alors que son frère aîné, qui était dans le même cas que lui, n'avait pas réussi. Et finalement, est resté sur place, alors que le cadet est rentré. Donc, vous voyez, il y a mille et une façons de montrer finalement son engagement ou son désengagement moral par rapport à cette guerre en cours. Alors, par rapport, si la guerre doit durer, est-ce que vous pensez que la société russe va continuer à la soutenir? Est-ce que Poutine est solidement au pouvoir même si la guerre dure longtemps avec un prix humain à payer? Il y a eu des comités de maires de soldats pendant la guerre d'Afghanistan, on ne les voit pas encore tout à fait monter. Ça n'est plus le cas. Les comités de maires Comment de soldats, expliquer cela alors? voilà, auxquels vous Oui. faites allusion, elles étaient très présentes pendant la guerre en Afghanistan, ensuite pendant la guerre en Tchétchénie que j'ai couverte donc, à partir de 1999 jusqu'à 2001. Et aujourd'hui, ce fameux comité des mères de soldats, dirigé par une femme extraordinaire qui s'appelle Valentina Mielnikova, existe encore. Mais je l'ai rencontrée, Valentina Mielnikova, là, il y a un peu plus d'1 mois. Et je lui ai posé des questions. Elle
elle explique que finalement son travail, qui est toujours d'aider les familles de ceux qui sont dans l'armée, soit parce qu'ils ont été blessés, soit parce qu'ils sont, comme on dit en russe, propal без вести, c'est-à-dire qu'ils ont disparu, d'aider les familles à les retrouver, exige tant de liens importants entre son comité et les commissariats militaires et les structures, les hiérarchies différentes de l'armée, qu'elle ne peut plus jouer le même rôle, finalement. Et les comités parallèles dont on a entendu parler depuis le début de cette guerre en Ukraine sont d'abord beaucoup moins puissants que l'avait été celui de Valentina Melnikova, et en plus ils sont à l'extérieur de la Russie, Pascal, à l'extérieur de la Russie. Donc il faut bien, et une des raisons que me donnait Valentina Melnikova pour justifier le fait qu'elle ne pouvait pas travailler comme auparavant, c'est qu'il y a une différence énorme quand même entre aujourd'hui, 2022-2023, en Russie, et ce qui s'était passé pendant la guerre en Tchétchénie et la guerre en Afghanistan. Ce sont les lois que Poutine a fait voter et qui empêchent juridiquement quiconque finalement de s'exprimer, parce que sinon on a des sanctions pénales, même pour elle. Elle ne peut plus agir comme elle pouvait le faire auparavant. Donc tout ça est voulu, si vous voulez. Et tout ça a été pensé. D'abord, Vladimir Poutine, depuis des années, a sciemment fait disparaître toute opposition politique à son égard, de la plus libérale à la moins libérale. Il n'est plus que tout seul. Donc ça, c'est une stratégie. Ça, il ne l'a pas fait juste le 23 février. Et puis, il a également, depuis, en fait, quand il est revenu au pouvoir, vous vous souvenez qu'il y avait eu un échange avec Medvedev, exactement, qui avait été lui-même président pendant un mandat. Et ensuite, Vladimir Poutine était revenu au pouvoir. Et tous les observateurs s'accordent à dire que le durcissement de Vladimir Poutine est à dater de ce moment-là, du fait du retour de Vladimir Poutine au pouvoir. Et de l'échec du fait que Medvedev se soit abstenu sur la résolution permettant l'intervention en Libye. Poutine l'avait mis en garde de ne pas faire ce cadeau aux Occidentaux. C'est possible. En tout cas, on constate aujourd'hui quelque chose de très intéressant dans le comportement de ce Dimitri Medvedev par rapport à Vladimir Poutine. Il est aujourd'hui parmi on les appelle en Russie les turbo-patriotes. Donc les patriotes les plus à fond. Il est parmi les turbo-patriotes les plus véhéments. C'est-à-dire qu'il est... Lui qui était considéré comme le modéré et le pro-occidental. Le plus occidental, exactement. Donc c'est très étonnant ce qui se passe avec Dimitri Medvedev, mais ça s'explique. Parce que donc lui, il s'exprime sur Twitter aujourd'hui, Dimitri Medvedev, avec des propos plus royalistes que le roi, mais véritablement quasi de façon quotidienne. Et c'est sans doute parce qu'il se passe là, justement, vous me posez une question sur l'entourage de Vladimir Poutine. C'est très complexe d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cet entourage. Il y a très peu d'informations. On essaye d'observer comme pratiquement du temps de l'URSS. Du Kremlin, les kremlinologues. Oui, exactement, d'avoir du sous-texte. Mais il est à peu près certain qu'il y a des postures absolument sordides des uns et des autres, dont de Medvedev, qui sont volontaires artificiellement pour se positionner comme le plus loyal vis-à-vis du chef. Et on constate cela pas seulement de la part de Dimitri Medvedev. Et c'est comme une hiérarchie, si vous voulez. On descend, mais c'est la même chose. C'est le même genre de posture artificielle. Donc c'est officiellement que l'on entend ou que l'on peut lire ce genre de déclarations qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire encore plus que celui de Vladimir Poutine. Ça ne veut pas dire que officieusement, on pense différemment. Parce que quand on parle à des représentants du pouvoir en Russie, on a en fait deux sons de cloche. Et c'est pour ça que c'est devenu très difficile de les interviewer, parce que ils peuvent, en fait, ils veulent. Les personnes à qui je pensais, j'avais pensé à plusieurs personnes dont je savais qu'elles auraient pu me dire des choses intéressantes, mais elles ne peuvent pas me les dire. Donc elles refusent les interviews. Donc en fait, on n'interviewe que ceux qui développent la parole officielle. Vous avez interviewé
un académique qui travaillait pour la Carnegie et qui se dit, moi c'est la double peine, pour les Russes je suis un traître parce que j'ai travaillé avec les Occidentaux, et pour les Occidentaux je suis un Russe, donc forcément coupable. Oui, Andrei Kolesnikov, qui depuis mon interview a été intégré sur cette liste infamante Des agents de l'étranger. Des agents de l'étranger, effectivement. Ça n'était pas le cas quand je l'ai interviewé, mais il s'y attendait, enfin il le redoutait. Effectivement, en cela, il illustre bien effectivement l'ambiguïté, la solitude, le grand moment de solitude dans lequel se trouvent pas mal de Russes aujourd'hui. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de la part des Occidentaux de couper les ponts avec tous les Russes, y compris ceux qui dialoguaient avec nous? Est-ce qu'il aurait été possible de maintenir un contact avec eux, ou en fait c'était inutile parce qu'ils auraient été en danger? Non, écoutez Pascal, moi je suis en faveur d'un dialogue toujours, même avec son pire ennemi. Je veux dire, on a dialogué avec les talibans, on a dialogué avec Saddam Hussein, on a dialogué avec énormément de dictateurs. Donc, et d'ailleurs, le président Emmanuel Macron, que je ne défends pas particulièrement, mais a toujours maintenu, et ça, il faut lui en savoir gré, à mon sens, cette position raisonnable qui est celle de vouloir dialoguer avec Vladimir Poutine. Maintenant, il y a un problème qui est, est-ce que son dialogue avec Vladimir Poutine sert à quelque chose? Est-ce qu'il est écouté par Vladimir Poutine? Est-ce qu'il a de l'influence sur Vladimir Poutine? Ça, c'est une autre question. Mais toutes les guerres se terminent, avec beaucoup plus de difficultés qu'elles n'ont commencé, mais se terminent par des pourparlers de paix et des négociations en cours. Et alors, on n'en est pas là entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, on en est vraiment très très loin. Mais n'oublions jamais, et Volodymyr Zelensky en a encore parlé hier ou avant-hier lors d'une de ses déclarations du soir, qu'il y a en permanence du dialogue finalement quand même entre les deux parties, entre ces deux ennemis, concernant les échanges de prisonniers. Et ça, c'est très important. On peut penser que l'évacuation de Kherson a aussi été négociée entre Russes et Ukrainiens pour qu'elle se passe aussi bien. Ça, je ne sais pas. Je ne serais peut-être pas aussi sûre, mais c'est parce que Kherson, c'est plutôt la prise de Kherson qui est assez complexe. Là, du côté ukrainien, il y a eu des trahisons côté ukrainien qui expliqueraient le fait que Kherson a été prise tout de suite et trop facilement. Ensuite, ça a été compliqué pour l'armée russe de garder Kherson, de conserver Kherson. Et les militaires russes conseillaient à Vladimir Poutine depuis de nombreux mois de quitter Kherson, ce que Vladimir Poutine ne voulait pas faire. Donc il y a aussi des désaccords entre le haut commandement militaire et Vladimir Poutine. Et c'est quand Vladimir Poutine finalement a accepté ce que lui conseillaient ses militaires depuis un certain temps, après l'été, qu'il y a eu ce fameux retrait de Kherson. Donc c'est plutôt ça qui explique le fait qu'il se soit bien passé. Il s'est bien passé parce que c'était devenu intenable, parce qu'il n'arrivait plus à tenir cette... Non, mais le fait que les Ukrainiens n'aient pas bombardé les troupes qui se retiraient montre qu'il y a peut-être un accord entre les uns et les autres. Ça, je ne sais pas. Effectivement, j'ai lu ça également dans la presse russe. Pour revenir, qu'est-ce qui pourrait remettre en cause le pouvoir de Poutine? Il a éliminé l'opposition, il fait voter des lois qui évitent toute critique, mais il y a quand même des régimes hyper autoritaires qui sont renversés. Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause son leadership? La perte des territoires conquis depuis le 24 février, ou ça ne serait pas suffisant, ou la perte de la Crimée? Quelle est la ligne rouge qui ferait que Poutine ne pourrait plus être crédible comme président de la Fédération de Russie? Mais justement, c'est le moment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, est dans ce drame absolu, dans cet immense malheur. Finalement, peut-être, ce malheur permet, et que certains Russes me l'ont dit, permettrait, je vais le mettre au conditionnel, d'être une heure de vérité pour le système politique russe et pour une éventuelle fin de Vladimir Poutine. Parce que s'il ne gagne pas cette guerre, personne ne voit comment il pourrait rester au pouvoir. Est-ce qu'il peut la gagner? Est-ce que le rapport de force
entre, bon, bien sûr, démographiquement, avantage Russie, mais économiquement, d'un point de vue industriel, d'un point de vue de force militaire, le PIB russe est 15 fois inférieur au PIB américain, 10 fois ou 15 fois, 14 fois inférieur au PIB des pays de l'Union européenne. Est-ce qu'à terme, il ne peut pas que perdre au fur et à mesure si le soutien occidental à l'Ukraine reste constant? Non mais attendez Pascal, une guerre ça se gagne avant tout quand même, malgré le fait qu'on est au XXIe siècle et qu'il y a différents types de guerres et qu'il s'agit d'une guerre hybride qui se déroule sous nos yeux, ça se gagne quand même sur le terrain, militairement parlant. Oui, mais est-ce que les équipements donnés par Oui. les Occidentaux à l'Ukraine ne vont pas renverser la situation? Oui, on va voir, mais nul ne peut le savoir aujourd'hui, puisque les pays occidentaux réfléchissent à ce qu'ils font au moment où c'est en train de se passer, hein. Il n'y a pas a priori de réflexion, de stratégie, il y a plutôt une réaction occidentale par rapport à la situation dramatique provoquée par cette invasion russe en Ukraine. Moi, ce que je pense, surtout après ce voyage, c'est que n'oublions pas que nous avons une échéance électorale capitale en Russie au printemps 2024, et c'est demain. C'est une élection présidentielle. Et il y aura d'ailleurs normalement une élection présidentielle en Ukraine au même moment. L'année 24 va être capitale, et ensuite après l'été, en 24, nous aurons une élection présidentielle aux États-Unis. Mais avant l'été, il y a l'Ukraine et la Russie. Pour parler du côté russe, puisque j'en reviens, j'ai l'impression que si toute l'année 23 que nous débutons maintenant ne donne pas à Vladimir Poutine une victoire claire militaire, et là je parle dans sa tête, hein, donc c'est une Ça autre veut dire question. garder les territoires qu'il a conquis? Si Vladimir Poutine continue à penser comme il le pense aujourd'hui, comme il l'a exprimé lors de ses vœux de Nouvel An, s'il continue à penser qu'il n'est pas en train de perdre, eh bien, et qu'il continue à le penser pendant toute l'année 23, eh bien, il se représentera en 2024, puisqu'il va encore espérer qu'il peut gagner cette guerre. Mais si pendant l'année 23, il devient clair, même dans la tête de Vladimir Poutine, que c'est une défaite militaire russe totale, et que Vladimir Poutine ne peut pas ne pas le voir, il aurait peut-être l'idée de faire porter le chapeau, la responsabilité de cette défaite, à quelqu'un d'autre que lui, pour ne pas rester dans l'histoire russe comme celui qui a apporté cette défaite. Et auquel cas, il se trouverait un successeur, comme Boris Yeltsin avait fait avec lui en son temps, en 1999, vous vous en souvenez. Donc ça, c'est ce que disent pas mal de spécialistes russes, ça paraît plausible. En tout cas, ce qui paraît plausible, c'est que si vous voulez, il n'y a rien aujourd'hui dans la tête de Vladimir Poutine, qui l'amène à penser, un, que c'est un échec, et deux, qu'il faut qu'il parte. Même si sur le long terme, il aura du mal à garder, lui, il pense qu'il va pouvoir garder les territoires qu'il a conquis depuis le 24 février. C'est ce qu'il pense, et absolument, il est droit dans ses bottes, c'est ce qu'il pense, et c'est ce qu'il espère que ses militaires vont lui dire des remontées sur le terrain. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? Ça n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je pense que ce qui sera très intéressant, ça sera de voir le degré de lucidité dont est capable le président russe aujourd'hui. Et je pense que de ce point de vue-là, les militaires sont capables d'être davantage lucides que lui-même. Donc on l'a vu avec Kherson. Et capable de lui dire la vérité? Oui, de lui dire la vérité, absolument. Et il n'y aura pas que ces hauts dignitaires militaires qui lui diront la vérité quand ça sera nécessaire. Il y aura aussi tous ceux qui s'expriment, qui sont des blogueurs, puisqu'on n'a plus le droit de s'exprimer dans les médias officiels russes. Il y a les blogueurs patriotes, c'est ceux qu'on prend souvent en source ici, nous, observateurs occidentaux, qui se permettent de critiquer l'armée russe. Quand il s'est passé, dans la nuit du 31 décembre au 1er, cette frappe ukrainienne sur Makiiv, et qu'ils sont morts, on ne sait pas combien, officiellement, les Russes disent moins de 100 soldats, mais en fait, ça serait plutôt autour de 400, comme disent les Ukrainiens. Eh bien, le lendemain, les militaires ont officiellement reconnu ces pertes. C'est la première fois depuis le début de la guerre, Pascal. Et ils l'ont reconnu parce qu'ils étaient obligés de le reconnaître. Parce que tout le monde en parlait. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer.
On Mais ne peut Anne, pas empêcher les fuites, si vous est-ce voulez. que vous êtes surpris par ce qu'on appelle l'incompétence de l'armée russe, le fait que ce qui apparaissait comme une machine de guerre, mais vous avez déjà vu les limites de l'armée russe en Tchétchénie, Oui, et en alors, même temps ce dont elle était capable par ailleurs, est-ce que par exemple ce qui s'est passé dans cet regroupement est un peu le fruit d'un cumul d'incompétences, d'avoir groupé tout le monde, près d'un dépôt de munitions, laissé les téléphones portables? non, mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'il y a des erreurs grossières qui sont commises par l'armée russe depuis le début de cette guerre et qui sont commises à nouveau. C'est-à-dire, ils ne tirent pas les leçons de leurs erreurs. L'histoire des téléphones portables, c'est pas nouveau. On en parle depuis le début de l'année. Il y a une différence là de discipline énorme côté russe et côté ukrainien. Et puis, évidemment, ce qui est très critiqué par même des personnes qui sont pro-Poutine en Russie, ce qui est très critiqué, c'est le fait justement que le haut commandement de l'armée russe, suite à cette frappe réussie des Ukrainiens, blâme les morts, finalement. Blâme les morts en disant, voilà, ils étaient sur leur téléphone portable. C'est trop facile. C'est leur faute, c'est les victimes Voilà. qui sont coupables. Exactement, et qui ne peuvent pas se défendre. Et alors que c'est la faute du haut commandement, évidemment, tout le monde le sait, même des non-militaires peuvent le comprendre tout à fait facilement, d'avoir mis toutes ces centaines de personnes au même endroit, et surtout d'avoir mis un stock de munitions également au même endroit, qui a décuplé l'explosion. Merci Anne Niva. Avec vous, l'avantage, c'est que non seulement vous avez la réflexion, mais vous êtes sur le terrain, vous liez les deux. Je renvoie donc votre livre Un continent derrière Poutine vient d'être publié en édition de poche au Seuil. Et merci pour ce tour d'horizon. Merci à vous.